Dans un espace entouré de branches d'arbres, la mère dragon regardait les enfants portant de lourdes blessures avec des yeux pleins d'admiration et de louanges. Immédiatement après, elle se transforma en forme humaine, s'approcha du garçon qui avait perdu un bras et appela doucement son nom, Ash Blake. La mère dragon souleva Ash avec précaution et l'infusa d'un pouvoir mystérieux, comme une bénédiction. Une lumière brillante rayonna autour d'eux tandis que le bras d'Ash se régénérait progressivement. Non seulement il fut restauré, mais un emblème spécial apparut aussi sur sa main. La scène changea. Sous une lune rouge sang, Ash fut emmené dans une pièce, son bras soigneusement bandé. Dans un état de confusion, il entendit la voix d'une femme étrange à côté du lit, essayant de le calmer. Alors qu'Ash était encore confus et incertain de ce qui se passait, la femme se coucha soudainement sur lui. Puis, elle déposa doucement un baiser sur son corps et expliqua que c'était un rituel, car elle était née pour lui être confiée. Après cette déclaration mystérieuse, Ash se réveilla soudainement, serrant son bras nouvellement régénéré, perplexe et confus par le rêve qu'il venait de vivre. Dans une certaine académie, d'énormes dragons volaient dans le ciel au-dessus, tandis que les étudiants en dessous se réjouissaient de pouvoir étudier ensemble. Dans le hall principal, les étudiants se rassemblaient en masse devant le tableau d'affichage, excités pour le prochain festival de l'Ares Dragon Riding. Quand Ash entra dans l'école, tous les regards se tournèrent vers lui, accompagnés de murmures et de commérages. Bien qu'il ait essayé de l'ignorer, les remarques de plus en plus cruelles exaspéraient Ash. Juste au moment où il était sur le point de riposter, Raymond apparut à temps pour l'arrêter, suivi de Max. En entendant Ash exprimer sa frustration d'être méprisé avec son ami, Max soupira pensivement et lui rappela sérieusement quelque chose. Pour détendre l'atmosphère, Raymond changea rapidement de sujet pour parler des belles filles qui rejoindraient la classe, laissant Ash impuissant et Max soupirer d'exaspération. Le premier cours a commencé par un exposé sur l'emblème Saikoku, le symbole du lien entre un maître et son dragon. Lorsque le professeur a mentionné que les dragons ne permettaient qu'à leur maître choisi de les monter, toute la classe s'est moquée d'Ash. Le professeur a ensuite continué à expliquer les deux nations chevrons, le pays des dragons, et Zephyros, le pays de la machinerie et de la magie, tout en rappelant à tout le monde que l'honneur était important pour les étudiants de l'Académie Ansylvan Dragonard. Après le cours, Raymond s'approcha d'Ash pour discuter. À ce moment-là, Sylvia apparut, réprimandant sévèrement un groupe d'étudiants bloquant l'entrée, ce qui les agaça. La reconnaissant, Ash demanda à Raymond de confirmer. Raymond répondit doucement et expliqua que Sylvia Lautréamont était la 4e fille de l'Empire des Chevaliers, célèbre pour son excellence académique, mais évitée en raison de son comportement royal. En quittant la salle de classe et en descendant dans le couloir, Raymond demanda à Ash s'il participerait au festival d'Arès. Ash refusa immédiatement, disant qu'il n'avait pas de compagnon. Raymond, toujours insistant, essaya de voir le Saikoku d'Ash et lui attrapa la main gauche. Ash le retira rapidement et donna une réponse vague. Juste à ce moment-là, la présidente du conseil des élèves, Rebecca Randall, entra, provoquant l'excitation de tous les élèves qui se précipitèrent vers elle. Raymond regarda Rebecca avec admiration, rêvant de la toucher. Rebecca leur sourit, ce qui fit croire à Raymond qu'elle avait tout entendu. Ash profita de l'occasion pour s'éclipser et éviter les ennuis. Après la pause, la pratique de l'équitation de dragon a commencé sur le terrain de l'école. Comme il n'avait pas de dragon, Ash a dû emprunter Brigid à Raymond. Avant de commencer, le professeur a donné des instructions détaillées. Au signal, les élèves ont immédiatement monté leur dragon et la séance d'entraînement a commencé. Les dragons se chargeaient férocement l'un contre l'autre dans la bataille. Sylvia, contrôlant Lancelot, lançait des attaques incessantes. Le professeur était impuissant, tandis que Raymond, se tenant à l'extérieur, continuait à commenter avec enthousiasme. Alors qu'Ash montait Brigid dans le match d'entraînement, sa concentration intense l'a amené à faire sauter Brigid trop violemment, entrant en collision avec Lancelot de Sylvia, ce qui a provoqué l'arrêt du match. Le professeur s'est précipité pour gronder Ash. Alors qu'Ash s'apprêtait à s'excuser auprès de Sylvia, elle l'a giflé. Arrogamment, Sylvia a tout reproché à Ash, ce qui a poussé Raymond à intervenir et à expliquer. Cependant, Sylvia déclara froidement que le dragon d'Ash était mort, ce qui le mit en colère, au point de vouloir la frapper. Raymond le retint rapidement. Ash refusa de reculer et exigea que Sylvia retire ce qu'elle avait dit. Sylvia a défié Ash que s'il pouvait la vaincre au festival d'Arès, elle s'excuserait. Ainsi, le duel entre les deux fut officiellement établi. Alors que la nuit tombait, Ash se retrouva une fois de plus impuissant face à Navi. Il était visiblement irrité, mais ne pouvait rien faire, alors qu'elle continuait à le taquiner et à sonder ses faiblesses en cette dernière nuit.
Lorsque la lumière du soleil filtra à travers la fenêtre, Ash appelait encore le nom de Navi d'une voix ensommeillée quand Raymond le réveilla avec des coups frappés à la porte. Au festival d'Arès, Rebecca prononça le discours d'ouverture, annonçant que le gagnant verrait ses résultats inscrits dans les archives de l'école et aurait la chance de sortir avec elle. Sylvia prononça alors un discours bref mais déterminé, visant directement Ash, déclarant qu'elle donnerait tout même si ce n'était pas une compétition officielle. En entendant cela, les étudiants bavardèrent, entraînant même d'autres dans la conversation, rendant Ash mal à l'aise. Immédiatement après, la course commença. Les dragons traversèrent divers obstacles, des rues de la ville jusqu'aux cieux. Lorsqu'ils sont entrés dans un tunnel, Ash a vu 3 étudiants bloquer le chemin de Sylvia, mais elle n'a montré aucune réaction. Ne pouvant rester sans rien faire, Ash est intervenu. Les 3 se sont percutés et sont tombés à plat, créant une opportunité pour Sylvia d'avancer, mais elle n'a toujours pas pris la peine de remercier Ash. Surmontant chaque obstacle, Ash et Sylvia restaient déterminés à gagner. En atteignant une clairière dans la forêt, Ash s'arrêta pour se reposer et encouragea Brigid. Sachant bien que l'issue du duel était déjà décidée en raison de la différence de leurs espèces, Ash n'était pas contrarié, mais plutôt joyeux. Soudain, un bruit étrange résonna du fond de la forêt. Ash laissa Brigid derrière et courut à l'intérieur. Il découvrit une ruine ancienne, et en s'approchant, une voix résonna. C'était un vaisseau de guerre de l'Empire de Zépharo. Un homme apparut, armé, rendant Ash méfiant. L'homme, Milgauss, rit avec amusement et demanda l'âge d'Ash. En entendant qu'il avait 16 ans, Milgauss montra une certaine surprise. Ash devint immédiatement suspicieux et demanda comment il connaissait son sakoku. Milgauss répondit vaguement que c'était parce qu'il était maudit. À ce moment-là, une fille nommée Anya apparut soudainement et attaqua Ash pour protéger Milgauss. Ash s'enfuit immédiatement mais fut poursuivi. Alors qu'ils échangèrent des mots, Anya lui dit que les rencontrer n'était que sa malchance. Pourtant, lorsqu'elle l'immobilisa, elle ne put se résoudre à frapper. Ash en profita pour la repousser d'un coup de pied. Alors qu'Anya s'apprêtait à attaquer à nouveau, un mur de roche s'effondra de manière inattendue. Ash la tira en arrière, se sacrifiant dans le processus, et tomba dans un ravin. Anya était stupéfaite. Milgauss apparut et lui dit de partir. Pendant ce temps, alors qu'Ash semblait sur le point de mourir, le sakoku sur sa main commença à briller. Milgauss et Navi, ailleurs, ressentirent également la montée de puissance. Dans son état de confusion, Ash vit un grand objet rond flotter devant lui. Lorsqu'il le toucha, il se brisa, révélant une petite fille. La tenant dans ses bras, Ash se demandait pourquoi elle était humaine, et non un dragon. L'image de Navi apparut, accompagnée de mots énigmatiques. Ash était à moitié convaincu, à moitié dubitatif, se demandant si la fille pourrait être son partenaire. Alors qu'Ash fixait Echo, elle se réveilla soudain comme après un long sommeil, réalisa sa situation embarrassante et, sans hésiter, frappa Ash, l'envoyant voler directement dans un lac. Les mains sur les hanches, Echo gronda Ash tout en étant complètement nue. Ash se détourna embarrassé et essaya de confirmer si elle était vraiment son amie. Une fois confirmée, Ash se présenta à nouveau avec enthousiasme, mais fut interrompue lorsqu'elle insista sur le fait qu'elle était la maîtresse. Pas lui, le laissant stupéfait. L'histoire passa à une introduction de l'Empire de Zépharo au nord et de Chevron au sud, ainsi que de la terre d'élevage de dragons de l'Autremont et de l'Académie en Sullivan, où ceux qui avaient des contrats avec des dragons étaient formés, y compris Ash. La nuit, Ash ramena secrètement Echo dans son dortoir. Elle critiqua sa chambre comme étant minable et grimpa nonchalamment dans le lit pour dormir. Alors qu'Ash dormait profondément, Echo se pressa soudainement contre lui, lui faisant penser qu'elle était somnambule. Cependant, ses morsures lui firent réaliser le contraire. Ash la laissa faire jusqu'à ce qu'elle complimente son odeur et morde plus fort, le rendant incapable de le supporter. Le lendemain matin, quand Ash ouvrit la porte en somnolant, Rebecca et Max étaient là. Rebecca expliqua calmement qu'ils étaient juste là pour vérifier son ami. À ce moment-là, Echo se réveilla et laissa tomber la couverture, ce qui poussa Max à attraper Ash par le col, indigné après avoir vu les traces ambiguës. Rebecca resta calme, réalisant qu'il n'avait pas partagé de lit et disculpa Ash. Echo déclara que les dragons n'avaient pas besoin de vêtements, ce qui poussa Ash à la couvrir rapidement avec une couverture. Rebecca donna des vêtements à Echo et passa au sujet principal. L'Académie avait demandé au professeur Cornwell d'aider à résoudre le problème de l'ami d'Ash. Max expliqua que Cornwell était un spécialiste des examens de dragons. Rebecca conseilla à Ash de garder Echo dans sa chambre et lui rappela de visiter la salle de soutien aux soins des dragons pour recevoir son allocation. Reconnaissant pour l'aide, Ash la remercia chaleureusement. Echo, maintenant habillée dans sa nouvelle tenue extrêmement voyante, attira l'attention de tout le monde.
Elle s'admirait avec excitation dans le miroir, louant son apparence, tandis qu'Ash restait impuissant. Alors qu'Ash se demandait ce qu'il devrait lui acheter, un stand de crêpes attira l'attention d'Echo. Elle affirma qu'elle avait faim parce qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner. Essayant des crêpes pour la première fois, Echo était ravie et déclara qu'elle en mangerait tous les jours. Quand Ash lui rappela que les dragons devaient manger de la viande, elle s'affaiblit soudainement et s'effondra dans ses bras, disant qu'elle se sentait chaude. Paniqué, Ash essaya de l'emmener à l'infirmerie, mais Echo le retint. Sous le regard des spectateurs, l'atmosphère entre les deux devint incroyablement délicate. Juste au moment où leurs lèvres allèrent se toucher, Sylvia et Cosette apparurent soudainement. Sylvia les réprimanda et quand Ash, embarrassé, essaya d'expliquer, Echo éternua soudainement, ce qui fit qu'Ash aperçut accidentellement quelque chose qu'il n'aurait pas dû sous la jupe de Sylvia, ce qui entraîna un coup de poing. Sylvia devint furieuse en apprenant que la crêpe contenait de l'antare. Cosette donna rapidement à Echo une boisson pour réduire la concentration. Elle expliqua que l'antare était comme de l'alcool et qu'en donner aux dragons était illégal. Sylvia était stupéfaite qu'Ash puisse oublier quelque chose d'aussi important. Cosette lui rappela la raison principale de leur venue. Sylvia admit qu'elle avait eu tort de dire que le partenaire d'Ash était mort et s'excusa auprès de lui. Étant princesse, elle était embarrassée et s'est rapidement détournée et est partie. Cosette a dit au revoir et l'a suivie. Tandis qu'Ash les regardait avec admiration, Echo l'a tiré en arrière par jalousie et l'a réprimandé, ignorant que quelqu'un les observait secrètement de loin. Quand Ash s'est retourné pour regarder, la silhouette avait déjà disparu. Après l'agitation, Ash et Echo ont continué à faire du shopping. Dans un magasin de vêtements pour femmes, lorsque le personnel l'a appelée la petite sœur d'Ash, Echo a furieusement tiré le rideau de côté en protestation, même si elle essayait encore des vêtements. Après le shopping, Ash s'est assis, épuisé, près d'une cascade avec Echo qui demandait encore plus de crêpes malgré le fait qu'elle n'avait pas fini celle qu'elle avait. Pendant leur dispute, Ash réalisa qu'Echo n'avait pas de nom. Il lui dit qu'il avait l'intention de l'appeler Echo depuis le début, car c'était le nom du premier compagnon de l'éleveuse, Rosa Maria. Au moment où elle reçut son nom, une vague de puissance émana d'elle, et le sakoku sur la main d'Ash s'illumina, le contrat entre eux fut formé, et leur flux astral ne fit qu'un. Echo est ensuite allé utiliser les toilettes publiques à proximité, sans savoir que quelqu'un l'observait secrètement. Alors qu'elle se lavait les mains, cette personne est apparue derrière elle avec une bouteille de liquide dangereux. La scène a ensuite montré Sylvia et Cosette discutant des événements précédents, avec Sylvia essayant maladroitement de se justifier. Retrouvée avec Ash dans la situation embarrassante aux toilettes des femmes, Sylvia l'a immédiatement réprimandée. Ash rétorqua en disant qu'Echo était resté trop longtemps à l'intérieur. Les deux enquêtèrent rapidement et trouvèrent le chapeau d'Echo et des traces de poudre d'Alran, preuve de son enlèvement. Ash se rappela d'une sensation étrange plus tôt et la relia à Milgaus et Anya. Sylvia a déduit l'intention d'Ash de chercher Echo et a essayé de l'arrêter. Pour la première fois, Ash a utilisé son Saikoku pour activer le flux astral sous la direction de Sylvia. Lorsqu'il s'est concentré sur Echo, la marque a brillé et a créé une traînée de papillons bleus qui ont indiqué le chemin vers l'endroit où elle était retenue. Ash a suivi les papillons jusqu'à un manoir abandonné. Alors qu'il essayait d'ouvrir la porte, Sylvia remarqua un cercle magique avec des pierres d'Alran sur les piliers de pierre. Une fois qu'Ash réussit à ouvrir la porte, ils se précipitèrent à l'intérieur, inconscients que les pierres avaient commencé à briller. Pendant ce temps, dans un laboratoire, Echo se réveilla solidement attachée. La femme qui l'avait kidnappée, Angela, admirait son pouvoir et révéla que son objectif était d'expérimenter sur Echo pour comprendre pourquoi les dragons avaient des formes humaines. Angela fut surprise de découvrir qu'Echo était plus intelligente que les autres dragons et décida de disséquer son corps. Juste à temps, Ash et les autres arrivèrent. Sylvia a enfoncé la porte en fer, forçant Angela à s'arrêter. Furieux, Ash a exigé une explication. Angela a calmement répondu qu'elle agissait sous les ordres de l'Académie. Sylvia a reconnu qui elle était, et Ash, se souvenant des mots de Rebecca, a murmuré avec incrédulité. Angela a expliqué ses raisons, mais Ash a refusé de les accepter et a exigé qu'elle rende Echo. Angela révéla immédiatement une réserve de poudre d'Alran comme son atout, faisant trembler tout le manoir. Grâce au champ magnétique de l'oracle, les dragons ne pouvaient pas s'approcher. Elle invoqua ensuite un cercle magique qui endormit Sylvia et Cosette. Ash tenta de résister à la somnolence, mais finit par s'effondrer également. Les actions d'Angela n'étaient pas motivées par la malveillance. Elle ne voulait pas blesser quelqu'un qui portait la marque du chasseur de dragons. Les larmes aux yeux, Echo cria fort, activant le flux astral qui résonna avec Ash et le réveilla. D'un seul mouvement de bras, Ash brisa le cercle magique et détruisit l'Alran. Angela regarda avec stupeur Ash s'approcher d'elle avec une présence écrasante. Echo courut vers lui, sanglotant de manière incontrôlable, puis donna le troisième coup de poing de l'épisode.
Après une journée épuisante, Ash retourna au dortoir, s'assit à côté d'Eiko endormi et se lamenta, incrédule, que tout cela s'était vraiment passé. Il répéta la même question qu'avant, mais cette fois caressa doucement ses cheveux avec un sentiment de paix. Le lendemain matin à l'école, Raymond courut après Ash, lui demandant des nouvelles des rumeurs de la veille. Ash paniqua d'abord, pensant que Raymond parlait d'Angela, mais soupira de soulagement quand Sylvia fut mentionnée à la place. Raymond trouva la réaction d'Ash suspecte, mais laissa tomber. Ni Ash ni Sylvia ne s'attendaient à ce qu'Angela devienne leur nouvelle professeure. Alors que le reste de la classe était ravi, Ash et Sylvia étaient horrifiés et dans le déni. À ce moment-là, dans la salle du conseil des élèves, Rebecca se penchait près d'Ash sous un prétexte très légitime. Elle a ensuite fait une annonce choquante qui a laissé Ash à la fois troublé et terrifié. Sous le regard stupéfait d'Ash, Rebecca se pencha et termina sa phrase. Il s'avéra qu'elle l'invitait à rejoindre le conseil des élèves. Pendant ce temps, Sylvia brossait doucement Lancelot, exprimant doucement sa gratitude pour sa présence, qui lui permettait de devenir dresseuse de dragons. Au moment suivant, elle se remémora silencieusement sa promesse d'enfance de devenir une grande chevalière dragon aux côtés d'Ash. Comme s'il ressentait son changement d'humeur, Lancelot toucha tendrement sa tête à Sylvia, essayant de la réconforter. Tout en étant réconfortée par Lancelot, Sylvia serra soudainement le poing de colère à cause de l'acte d'Ash de monter un dragon. Ses pensées furent interrompues par un cri paniqué. Il s'avéra qu'un dragon s'était échappé. Sans hésitation, elle se précipita là où les gardes étaient rassemblés et fut informée qu'Estrada s'était enfuie. De retour dans l'atmosphère gênante entre Ash et Rebecca, dans la salle du conseil des étudiants, elle remarqua son malaise et lui rappela rapidement les individus étranges qu'il avait rencontrés, comme pour le persuader. Sans lui laisser la chance de répondre, Rebecca commença à expliquer le malentendu de l'Empire de Zépharo concernant l'Académie, puis souligna fermement son propre rôle crucial. Revenant à un ton sérieux, Rebecca invita formellement Ash, bien qu'il soit encore submergé par la confusion. Soudain, une alarme d'urgence de niveau 2 retentit, les mettant tous deux en état d'alerte. Ils se précipitèrent vers la fenêtre pour évaluer la situation en bas. Ce qu'Ash et Rebecca virent, c'était Sylvia essayant de monter le strata, ce qui laissa Ash perplexe. Rebecca expliqua calmement que Sylvia ne supportait pas de perdre et voulait surpasser Ash à tout prix. Juste au moment où elle terminait sa phrase, elle ouvrit la fenêtre et sauta. En même temps, elle invoqua Shulen et déverrouilla l'armure arche qu'il produisait. Pendant ce temps, dans le parc, Eiko mangeait joyeusement des pancakes. En même temps, Ash se remémorait encore le chagrin de Sylvia après que Rebecca ait réussi à maîtriser Strata. Voyant Ash dans la lune, l'expression d'Eiko s'assombrit. Elle lui tira l'oreille avec colère, le faisant crier de douleur et supplier pour qu'elle arrête. Soudain, elle devint curieuse à propos d'une foule rassemblée autour de la statue du héros Durham. Ash expliqua rapidement à Eiko l'histoire derrière le passé de la statue. Leur scène ludique fut aperçue par Anya, qui observait de loin, inquiète de la façon dont elle expliquerait tout à Milhouse. Ensuite, Rebecca amena Ash, Sylvia et Eiko à la taverne de la Griffe du Dragon pour discuter de l'idée d'aller à un rendez-vous pendant le festival de course de dragons. Du côté d'Anya, alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Milhouse continuait de poser des questions sur la situation actuelle dans la ville. Tout en exprimant son émerveillement sur la tranquillité du lieu, il sortit une épée magique et invoqua Necromancia. Son apparition alerta immédiatement Eiko que quelque chose n'allait pas. Les citoyens de la ville furent terrifiés et continuaient de fuir en panique face à la puissance écrasante de Necromancia. Sans hésitation, le groupe d'Ash se précipita et découvrit que sa chair pourrissait. La puissance destructrice terrifiante de la créature laissa Sylvia stupéfaite, tombant à terre. Avec un courage sans borne, Eiko se précipita en avant et affronta directement Necromancia. Dans les yeux d'Ash, remplis de surprise et d'inquiétude, la créature libéra ses tentacules qui l'enveloppèrent étroitement, et avec une force immense, Necromancia arracha plusieurs morceaux des vêtements d'Eiko. Juste après cela, d'un seul coup, il a presque détruit toute la ville. Heureusement, Rebecca a réussi à se transformer à temps avec son Archgear et a bloqué l'attaque de Necromancia. Elle a invoqué sa lance légendaire et l'a lancée directement sur la créature. La lance n'a pas trahi les espoirs d'Ash et a percé directement la tête de Necromancia. Mais malheureusement pour Rebecca, en un clin d'œil, il s'est régénéré et a lancé une autre attaque contre elle. Réalisant que la situation tournait mal, Rebecca a rapidement bloqué le coup et a ordonné à Ash de prendre Sylvia et de partir de là. En entendant cela, Ash courut immédiatement, criant fort à Sylvia comme pour la réveiller de sa peur écrasante. Voyant sa lâcheté, Ash gifla Sylvia au nom de tout le monde pour la ramener à la raison. Il semblait que la gifle avait fonctionné. Il demanda instantanément à Lancelot de s'approcher de Necromancia et de sauver Eiko, qui avait été avalé.
Sylvia n'hésita pas et invoqua Lancelot comme Ash l'espérait. À l'intérieur de Necromancia, Echo était toujours étroitement ligotée et tourmentée par ses tentacules. Un instant plus tard, elle se réveilla étourdie, voyant Navi assise calmement au-dessus et se présentant. Navi agita alors la main pour montrer à Echo la situation désespérée dans laquelle se trouvait Ash alors qu'il essayait de dompter Necromancia. Le visage de Navi resta impassible alors qu'elle attendait qu'Echo réalise que la chose la plus importante en ce moment était de créer un Archgear bien ajusté pour Ash. Au même moment, en dehors de la bataille, Ash luttait toujours avec la conviction inébranlable qu'Echo était encore en vie. En entendant sa voix déterminée, Echo s'enthousiasma de plus en plus, et en un clin d'œil, elle créa un Archgear complet avec tous les accessoires nécessaires et la magie. À ce moment périlleux, Echo a remis l'Archgear à Ash, qui s'est immédiatement synchronisé avec Lancelot et Sylvia avec une coordination remarquable. À l'intérieur du bâtiment, Milgos savait déjà qu'il perdrait ce combat, mais il tourna calmement le dos et s'éloigna, ayant obtenu des informations intéressantes. Là-haut dans le ciel, Ash chevauchait maintenant habilement au sommet de Necromancia. Réalisant son dernier souhait, il invoqua immédiatement l'épée sacrée et porta un coup fatal à Necromancia. Dès qu'il fut détruit, Ash et Echo tombèrent librement à travers le ciel, mais tous deux se tenaient joyeusement la main, ayant l'impression de mieux se comprendre. Le pouvoir sombre qui planait dans le ciel se dispersa lentement, révélant un coucher de soleil à couper le souffle. De retour au bureau du conseil des étudiants, Rebecca invita rapidement Ash et Sylvia à rejoindre le conseil des étudiants, et tous deux acceptèrent. Après cela, elle les embrassa chacun sur la joue dans le cadre du rituel d'intronisation et leva son verre pour commencer la fête de bienvenue pour les nouveaux membres. À l'appel de Rebecca, tout le monde dans le conseil leva son verre et cria ses acclamations. Dans une forêt sombre, Sylvia, blessée à la jambe, était assise sous un grand arbre. Un garçon à peu près de son âge apparut. Ash regarda la blessure à sa jambe et dit qu'avec une blessure comme ça, elle devrait renoncer à essayer de trouver la mère dragon. Cependant, la fille avait besoin d'un ami pour devenir plus forte et a dit qu'elle n'abandonnerait pas. Ash a dit qu'il la porterait et qu'ils iraient ensemble trouver la mère dragon. C'était le souvenir de Sylvia. À l'époque, elle venait d'avoir 7 ans, pendant l'ère des orphelins, lorsque la mère dragon était celle qui accordait des amis à l'humanité. Sylvia se demandait à quoi ressemblait cet ami maintenant. La scène se déplace vers le dortoir d'Ash. Echo dormait profondément sur le lit, tandis qu'Ash venait de tomber sur un tas de désordre par terre. Il vit un dragon en peluche et le ramassa. Ash avait l'air pensif, mais ne se souvenait de rien à son sujet. À l'école, la présidente du conseil des élèves, Rebecca, a présenté 3 nouveaux membres du conseil des élèves de l'Académie Dragonard d'Ansoloven. La première à parler fut Sylvia, membre du comité exécutif. En tant que nouvelle venue, elle s'attendait à faire des erreurs et espérait apprendre de tout le monde. Ensuite, c'était le tour de l'élève le plus problématique de l'académie, Ash, qui était responsable des affaires générales. Il a admis qu'il n'était pas sûr de la façon dont il pourrait aider, mais a dit qu'il ferait de son mieux. Enfin, il y avait Echo, la fille dragon humanoïde, la partenaire d'Ash. Cosette l'avait habillée d'une robe éblouissante et elle avait l'air adorable en sortant pour saluer tout le monde. Echo leva les mains en un geste de griffe et poussa un rugissement mignon, faisant éclater de rire tout le monde. Un peu plus tard, dans le couloir de l'école, Echo rougit et dénonça l'acte de faire d'un dragon un objet de moquerie publique comme impardonnable. Ash intervint pour expliquer que Cosette voulait seulement aider et que les gens riaient parce qu'ils la trouvaient adorable, non pour se moquer d'elle. Sa première tâche en tant que membre du conseil des étudiants était de retirer toutes les affiches placardées sur les panneaux d'affichage sans autorisation. Echo tendit la main pour en décrocher un et avertit sévèrement qu'il n'était autorisé à suivre que ses ordres, à personne d'autre. Elle regarda le flyer dans sa main, curieuse de savoir qui était le Chevalier d'Argent. Ash expliqua que le Chevalier d'Argent était un héros légendaire dans le roman, Chevalier du Dragon Sacré, celui qui avait vaincu le Necromancia et sauvé la ville. Echo était surpris. N'était-ce pas le fan club d'Ash? Ash se gratta la tête et rit timidement. La scène se déplace à l'extérieur. Un cheval galopait à toute vitesse. Au-dessus, un vaisseau en forme de dragon tirait des obus mortels, attaquant les bandits en fuite en dessous. L'un des bandits aperçut une silhouette humaine au loin et avertit rapidement ses camarades que c'était la Valkyrie de fer. Elle avait de longs cheveux blonds et des yeux bleus froids, et elle chargea immédiatement en avant. Voyant cela, le bandit ordonna à ses hommes de l'abattre. Cependant, avec des mouvements de pieds fulgurants, la Valkyrie de fer esquiva tout avec aisance. Tenant une épée massive à la main, elle déclara qu'elle éliminerait les bandits vermines causant le chaos dans la nation. En quelques coups d'épée, elle avait accompli la mission.
De retour à l'école dans la salle de classe, Raymond est venu tapoter Echo sur la tête et a complimenté sa beauté dans la robe. À cette mention, Echo s'est mise en colère et a frappé Raymond fort au visage. Juste à ce moment-là, Jessica est entrée et s'est présentée comme la présidente du fan club du Chevalier d'Argent, avec Lynette à ses côtés en tant que vice-présidente. Jessica a expliqué que, puisqu'ils n'avaient pas encore rencontré le Chevalier d'Argent, ils étaient venus recueillir plus d'informations sur leur idole. Elle a demandé si quelqu'un dans cette classe avait vu le héros qui a vaincu le Necromancia. Sylvia s'est levée et leur a dit de partir, car le cours allait commencer, parlant en tant que membre du comité exécutif du Conseil des étudiants. Jessica rit de manière condescendante, ignorant l'autorité de Sylvia et supposant qu'elle ne comprenait pas sa grande ambition. Sylvia ne pouvait pas comprendre de quoi elle parlait. Puis Jessica révéla son ambition d'avoir un enfant avec le Chevalier d'Argent. Cette déclaration choquante laissa Ash et Sylvia sans voix et mit Echo dans une colère noire. Heureusement, il restait une personne sensée dans le fan club. Lynette remonta ses lunettes et critiqua cette déclaration comme une violation de la règle sacrée du club sur l'innocence, l'honnêteté et la mignonnerie. Jessica a immédiatement retiré sa déclaration et a été pardonnée par Lynette. Lynette a ensuite révélé que Sylvia avait été présente lors de l'incident de Necromancia. Jessica a aussitôt demandé si elle connaissait l'identité du Chevalier d'Argent, mais n'a obtenu aucune réponse. À ce moment-là, Ash lui a dit de partir car le cours avait commencé. Rebecca est ensuite apparue, voulant parler au conseil des étudiants, mais Jessica a exigé avec arrogance qu'elle révèle tout sur l'incident de Necromancia. Rebecca n'était pas du genre à se laisser intimider. Elle s'est avancée et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Jessica. Jessica était troublée et a demandé à tout le club de partir. Tout le monde fut de nouveau surpris. Dans la salle de réunion du conseil des étudiants, Ash apprit que Jessica n'était pas noble. Rebecca expliqua que la famille de Jessica avait servi sa maison Randall pendant des générations, et c'est ainsi qu'elle utilisait des menaces pour contrôler la fille. En réalité, Jessica était une bonne enfant, mais son désir excessif de devenir noble la poussait à agir de manière irrationnelle. Dans ce pays, les arches étaient considérés comme des nobles, et si un roturier épousait un chevalier d'argent, il devenait noble. Rebecca a averti que si Jessica découvrait qu'Ash était le chevalier d'argent, elle ne reculerait devant rien pour obtenir sa semence. Sylvia rougit, tandis qu'Echo, encore innocente, ne comprenait pas ce que signifiait « semence ». Ash refusa de le lui expliquer, alors Echo dut utiliser le Dragweird pour le découvrir par elle-même. En apprenant la signification de semence, elle rougit aussi. Rebecca passa ensuite au sujet principal. La princesse Veronica viendrait à Anne Sullivan pour inspecter les conséquences de la bataille avec Necromancia. En entendant que sa sœur arriverait, Sylvia cria de peur et se cacha sous la table. À l'extérieur, après avoir traité avec les bandits et les avoir escortés sur le vaisseau, Veronica changea de cap pour se diriger vers Anne Sullivan. Elle était très impatiente de rencontrer Sylvia. Dans les rues animées remplies de monde, Anya se déguisa en une mignonne vendeuse de fleurs, observant discrètement les environs, espérant trouver la personne qui avait vaincu Necromancia comme l'avait ordonné Milgauss, mais c'était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Les rires autour d'elle la faisaient se sentir soudainement déplacée au milieu de la ville animée. De retour à l'école, Sylvia restait morose et abattue. Ash devina que c'était parce qu'elle avait entendu que Veronica arrivait. Cosette décida de leur dire la raison. Bien que Veronica ne soit pas une éleveuse, elle possédait une force surhumaine et des compétences exceptionnelles à l'épée, lui valant le titre de Valkyrie au sang de fer. En raison de sa nature cruelle, Veronica avait soumis Sylvia à de nombreuses séances d'entraînement mortel, dont l'une consistait à survivre sur une montagne. Depuis lors, Veronica était devenue un traumatisme terrifiant dans l'esprit de Sylvia. Après l'école, Ash voulait réconforter Sylvia, mais elle l'a froidement rejetée. De retour dans sa chambre, à la lueur des bougies et avec de l'huile essentielle de lavande pour apaiser son esprit, Cosette donna à Sylvia un massage ludique pour l'aider à se détendre et à mieux dormir. Tôt le lendemain matin, Sylvia changea de vêtements, se remémorant la promesse faite à son amie d'enfance qu'elle deviendrait une grande chevalière. Aux portes du château, tout le monde attendait respectueusement l'arrivée de la grande princesse Veronica. Ash a dit à Echo de bien se comporter, promettant de lui acheter une crêpe si elle le faisait. Juste au moment où il pensait que Sylvia ne viendrait pas, elle est soudainement apparue, disant qu'elle allait bien et a rejoint la file d'accueil pour Veronica. Le vaisseau aérien Sylvanus, le vaisseau de guerre personnel de Veronica, est apparu dans le ciel. Il fonctionnait à l'énergie de Millennium, un fossile d'un dragon millénaire. Lorsque le vaisseau de guerre a atterri, tout le monde a salué Veronica avec respect. La grande princesse Veronica descendit du vaisseau de guerre et chercha immédiatement Sylvia. Sylvia sortit pour la saluer et s'avança vers sa sœur aînée. Bien qu'elle ne se soit pas vue depuis longtemps, Veronica accusa Sylvia avec colère de l'avoir trompée et la frappa. Sylvia esquiva rapidement, souriant en retirant son masque. Il s'avéra que c'était Cosette déguisée.
À ce moment-là, la vraie Sylvia se précipita pour rendre hommage. Voyant l'expression sévère de sa sœur, Sylvia trembla de peur. Véronica punit sa sœur devant tout le monde, abattant son épée et déchirant l'uniforme de Sylvia. Sylvia, honteuse et humiliée, se recroquevilla pour couvrir son corps, tandis que Véronica l'insultait et la rabaissait verbalement. Cosette se précipita rapidement pour couvrir Sylvia avec un manteau. Ash ne pouvait plus le supporter et prit la parole, remettant en question si humilier publiquement sa famille était le comportement d'un vrai chevalier. Cependant, Véronica réalisa qu'Ash était Ash Blake et ordonna immédiatement à Glenn de l'emmener avec elle. La scène se déplaça vers une maison en ruine sur une montagne où Anya écrivait une lettre lorsqu'un garçon entra précipitamment pour annoncer une mauvaise nouvelle. La Valkyrie de fer était arrivée à Ansullivan et les gens de Tantalos étaient entrés dans la ville en quête de vengeance. Anya descendit rapidement la montagne pour les arrêter. De retour à bord du Sylvanus, Ash était vêtu d'une tenue de serviteur. Primrose se présenta comme la personne chargée de le former. Cependant, Primrose était si maladroite qu'elle ne pouvait même pas gérer ses propres tâches, encore moins enseigner à Ash. Après une séance d'entraînement épuisante, Ash s'effondra sur la table d'épuisement et découvrit plusieurs livres sur les chevaliers dragons légendaires. Alors, il en prit un pour le lire. À la résidence scolaire, Sylvia posa son uniforme déchiré sur le lit. Les réprimandes de sa sœur résonnaient encore dans sa tête. Pendant ce temps, Ash était concentré sur la lecture d'un livre lorsqu'il heurta accidentellement le plateau de fruits débordant de Primrose, ce qui le fit rougir et s'excuser maladroitement. Primrose l'informa que Véronica voulait le rencontrer. Cependant, avant de voir la grande princesse, Ash devait se déshabiller car le lieu de la rencontre était une source chaude construite à l'intérieur du vaisseau de guerre Sylvanus. Primrose fit la démonstration en se tenant complètement nue devant lui, puis fit signe aux autres servantes d'avancer et de déshabiller Ash. En même temps, Rebecca et le professeur Angela, toutes deux enveloppées dans des serviettes, se dirigeaient également pour rencontrer Véronica. Ash ne put résister aux servantes, et son dernier vêtement fut jeté. Dans le bain immense, Véronica s'enquit de l'incident de Necromantia. Rebecca supposa que cela avait pu être orchestré par l'Empire. Le professeur Angela expliqua que c'était un monstre créé par une fusion de magie et d'alchimie. Véronica pensait que c'était une conspiration de Zépharos, bien qu'il n'y ait aucune preuve solide. À ce moment-là, Ash se demandait pourquoi il devait être là, mais Véronica n'offrit aucune explication. Iko flottait autour, enivré par l'antar, profitant du bain. Véronica était déçue que ce duo peu impressionnant soit celui qui avait vaincu Necromantia. À ce moment-là, Sylvia entra, surprise de voir Ash et la présidente du conseil des étudiants Rebecca, tandis que Primrose saluait joyeusement sa jeune sœur, Cosette. Les deux sœurs s'occupèrent ensuite ensemble de l'ivrogne Iko. Véronica annonça qu'elle avait décidé d'organiser les fiançailles de Sylvia. Puisque Julius avait été exécuté pour avoir tué un dragon après avoir hérité du trône, la famille royale n'avait actuellement pas de successeur, et Véronica elle-même se concentrait uniquement sur les affaires militaires. Elle décida donc de fiancer Sylvia à Glenn Maguire, l'un de ses chevaliers. Cependant, le rêve de Sylvia était de devenir une arche-dragonnaire aux côtés de Lancelot. Véronica considérait ce rêve comme insensé, surtout à la lumière de l'événement Necromantia. Ash ne put s'empêcher de défendre Sylvia, disant que sans elle, Lancelot n'aurait pas pu vaincre Necromantia. Il ne comprenait pas pourquoi Véronica jugeait la force de Sylvia sans même l'avoir vue. En souriant, Véronica dit qu'il y aurait une compétition demain et qu'elle espérait que Sylvia pourrait prouver ce que valait son rêve. Le lendemain matin, dans la vaste arène, d'énormes dragons étaient prêts pour le tournoi. Depuis la plateforme d'observation, Iko voulait descendre et jouer, mais ne pouvait pas. Elle se reprochait d'être née sous cette forme. Véronica la réconforta en disant qu'un jour, elle découvrirait la raison. En bas dans l'arène, le sifflet a retenti pour signaler le début du match. Un ballon a été lancé en l'air. Sylvia, chevauchant Lancelot, attrapa la balle et perça la défense adverse. Mais juste au moment où elle allait marquer, un dragon rouge géant vola la balle et l'équipe adverse marqua en premier. Le tour suivant se déroula de manière similaire. Sylvia menait l'assaut, mais ne put surmonter l'attaque rapide et soudaine du dragon rouge, Chulin. À la fin, Lancelot et Sylvia furent tous deux renversés. Quand elle reprit connaissance, Sylvia se retrouva dans sa chambre, ramenée par Ash. Elle se sentait profondément frustrée par sa défaite. À ce moment-là, Rebecca frappa et entra en apportant un invité, Glenn. Il était venu sur ordre de Véronica pour rendre visite à Sylvia. Il l'informa que Véronica visiterait la ville le lendemain, mais Sylvia n'était pas autorisée à l'accompagner. Au lieu de cela, elle devait se rendre seule à l'église de Valeria pour prier et se repentir. Avant que Glenn ne parte, Sylvia lui demanda s'il voulait vraiment l'épouser. Cependant, Glenn dit qu'il suivrait simplement les ordres de Véronica.
Ash, se sentant indigné pour son ami, intervint pour questionner l'attitude de Glenn. Mais pour Glenn, les ordres de Veronica étaient absolus. Même si elle lui ordonnait de mourir, il obéirait. Glenn a également rappelé à Ash de connaître sa place et d'arrêter d'être si arrogant. Sylvia réalisa que Glenn avait changé depuis l'exécution de Julius pour avoir tué un dragon. Veronica avait pris Glenn sous son aile parce qu'elle avait le pouvoir de contrôler un chevalier aussi talentueux que lui. Rebecca informa ensuite Ash que le conseil des étudiants se réunirait le lendemain matin pour discuter de l'événement d'observation royale. Sylvia n'était pas invitée car elle était encore blessée. Le lendemain matin, Ash se rendit dans la salle de réunion du conseil des étudiants et fut soudainement plaquée au sol par Iko. Elle s'était enivrée de bonbons Antar, son corps brûlant et s'accrochant fermement à Ash. Il la repoussa rapidement, mais elle releva innocemment sa jupe, révélant des sous-vêtements clairement inappropriés pour une enfant. Finalement, Ash trouva le bonbon Antar dans la bouche d'Iko, mais au lieu de le recracher, elle le poussa dans la bouche d'Ash avec un doux baiser, puis s'effondra dans un profond sommeil. Celle qui avait donné le bonbon à Iko s'avéra être Rebecca. Il n'y avait que 3 personnes dans la pièce, Ash, Max et Rebecca, et la présidente du conseil des étudiants déclara qu'il suivrait Veronica. Il y a 5 ans, le seigneur de la montagne avait tenté d'assassiner Veronica, mais avait échoué et avait ensuite disparu sans laisser de traces. Cette fois, celui dont il devait se méfier était Avoca, un criminel recherché de haut niveau. Le lendemain, tandis que les habitants étaient occupés à réparer la ville, Veronica est arrivée. Iko était contrarié parce que son magasin de crêpes préféré avait été détruit. Ash a dit qu'il pourrait emprunter son arc et a promis de lui acheter beaucoup de crêpes. Pendant ce temps, à l'église de Valeria, Sylvia priait et se repentait sincèrement. Soudain, elle entendit la voix de Jessica priant pour recevoir une graine du chevalier d'argent. Sylvia la critiqua, disant que Sainte Valeria était une gardienne de la justice, pas une sainte patronne de la grossesse. Alors que les deux se disputaient, le plafond de l'église explosa et un grand dragon descendit. Et debout, sur le dos du dragon, se trouvait nul autre qu'Avoca, le criminel recherché de haut niveau. Des scènes précédentes défilèrent, expliquant pourquoi Sylvia était à l'église et pourquoi Avoca s'y trouvait aussi. Une colonne de fumée noire s'éleva d'un des bâtiments, attirant l'attention de nombreux passants, y compris le groupe d'Ash et Veronica. Glenn, debout à côté de Veronica, se tourna vers elle et lui parla d'un ton comme pour affirmer son retour. Lorsqu'il eut fini de parler, elle se détourna, essayant de partir, mais Ash l'arrêta, lâchant quelque chose à propos de la princesse qui pourrait être là. Mais le regard de Veronica lui donna la véritable réponse. La scène se déplaça vers le vaisseau Sylvanus, où un signal de l'église Valeria passa. Avoja était apparu à l'écran. Même Ash fut surpris par cette réapparition. Avoja et Veronica échangèrent des mots, mais ensuite Avoja leur présenta une scène choquante. Jessica était attachée, vêtue seulement de sous-vêtements, avec une expression pitoyable sur le visage. Une bombe avait été placée juste sous ses pieds, et ce n'était pas tout. Avoja avait capturé tout un groupe de personnes pour les utiliser comme otages afin de menacer le groupe de Veronica. Le regard de Veronica envers Avoja devint glacé. Avant de partir, Avoja a laissé un message très provocateur pour Veronica. Tandis que les autres étaient terrifiés, Veronica n'y voyait que des absurdités sans signification. Vu la situation, elle a dit qu'il pouvait simplement utiliser Sylvanus pour faire exploser l'église. En entendant cela, Ash a paniqué visiblement. À l'église, Avoja avait placé ses gardes avec soin pour éviter toute erreur qui pourrait devenir dangereuse. Parmi les otages se trouvait Sylvia, qui regardait Jessica avec une grande inquiétude. En repensant aux paroles et aux actions de Jessica, Sylvia se sentait partagée. Cela aurait dû être elle suspendue là, pas Jessica. À côté de Sylvia se trouvait aussi Anya, qui envisageait de se lever pour aider, mais ne pouvait finalement pas agir. Soudain, le son d'un bébé pleurant surprit Anya, et elle força un sourire pour calmer l'enfant. Pendant ce temps, sur le Sylvanus, la discussion sur le fait que Veronica ouvre le feu a causé de l'alarme, mais Rebecca est rapidement intervenue. Elle avait une solution et l'a chuchotée à Veronica. Ensuite, on a vu Ash s'approcher seul de l'église. Les mots de Rebecca résonnaient, cela faisait partie de leur plan pour sauver les otages. Ash agirait comme une distraction pour gagner du temps pour l'infiltration. Avant de partir, il avait même demandé à Echo de lui fabriquer un ensemble d'arcs. Revenant au présent, Ash a demandé à entrer dans l'église pour des négociations et a été conduit à l'intérieur par les soldats d'Avoja. Il a été amené devant Avoja, mais au lieu d'entendre des négociations douces, il a prononcé des mots qui ont encore plus terrifié les otages. Ce qui a vraiment stupéfié Ash, c'était le désir d'Avoja de voir Veronica souffrir d'être séparée de ses proches.
En ce moment, Echo faisait de son mieux pour fabriquer une combinaison Arcs pour Ash, tandis que derrière elle, Navi apparaissait avec un air nonchalant et la taquinait. Cependant, il semblait que créer une combinaison Arcs capable de supprimer une bombe nucléaire s'avérait extrêmement difficile. Pendant qu'Ash parlait avec Avdotcha, les pleurs du bébé dans les bras d'Anya attirèrent l'attention d'Avdotcha et elle demanda à Anya de préparer de la nourriture pour son dragon. Ash fit un pas en avant pour l'arrêter, mais fut retenu par les soldats derrière. Devant Anya se trouvait maintenant l'image d'elle-même sur le point d'être sacrifiée au dragon. Soudain, quelqu'un s'est interposé devant elle, provoquant même la panique de Jessica. Il s'agissait de Sylvia. En réponse à l'interrogatoire d'Avdotcha, Sylvia a révélé son identité royale et tout ce qui s'était passé a été enregistré par un appareil attaché à Ash et transmis à Veronica, bien que Veronica l'ait rejeté comme étant stupide lorsqu'elle l'a vu. Avdotcha s'approcha, les yeux brillants d'excitation en voyant que Sylvia, la sœur cadette de Veronica, s'était avancée pour protéger le peuple et souhaitait maintenant mourir avec honneur comme un chevalier. Voyant la détermination de Sylvia, Avdotcha donna un coup net non pas pour la tuer, mais pour déchirer chaque vêtement sur son corps, sans épargner ses sous-vêtements. Sylvia se retrouva complètement nue devant tout le monde, ce qui faillit la briser et la faire s'effondrer. À ce moment-là, des images de son passé refirent surface, des moqueries et des railleries de la part de ses proches et amis qui la voyaient tous comme arrogante simplement parce qu'elle était de lignée noble. Tout comme Avdotcha l'avait dit, une fois dépouillée de ses vêtements royaux, Sylvia n'était pas différente d'une femme ordinaire. Mais au lieu de se noyer dans ses souvenirs négatifs, Sylvia se releva, prenant les mots d'Avdotcha comme un encouragement, et la coupure précédente est quelque chose qui a brisé la lâcheté en elle. C'était comme si elle était renaître en une nouvelle personne, ce qui a grandement surpris tout le monde présent. Alors qu'Avdotcha était encore stupéfaite, Glenn et Rebecca ont émergé de sous terre, se tenant devant Sylvia et les captifs comme pour les protéger. Les deux ont immédiatement frappé les premiers avec des attaques puissantes et décisives qui ont abattu les soldats d'Avdotcha, la forçant même à battre en retraite. Voyant cela, Ash se libéra des contraintes des soldats et se précipita en avant, seulement pour être arrêté par la lame d'Avdotcha. Derrière elle se tenait le dragon. Elle lui ordonna de charger et de l'attaquer, mais après un éclair de lumière, tout le monde vit Ash arrêter l'assaut du dragon avec sa main nue, dégageant une aura écrasante. Grâce à l'armure qu'Echo avait réussi à créer juste à temps, Ash a rapidement vaincu le dragon. Le pistolet magique sur son bras a gelé l'église, la bombe, et même Avdotcha, qui avait l'intention de la faire exploser. Ce moment a laissé une forte impression sur tout le monde. À la fin, tout fut maîtrisé. Cependant, il semblait que Jessica ne voulait pas manquer l'occasion. Alors elle s'est jetée sur Ash, essayant de se rapprocher de lui là, dans le sanctuaire. Mais grâce à Rebecca, qui a assommé Jessica à temps, elle a été arrêtée. Ash s'est ensuite approché de la grande statue dans le temple, suivant le regard de Rebecca, où Sylvia était assise, se sentant triste et abattue. Au lieu de blâmer Sylvia pour quoi que ce soit, Ash la félicita d'une voix pleine de fierté et lui dit de monter sur son dos puisqu'elle ne pouvait pas marcher. Bien que déconcerté par ce côté d'Ash, une fois sur son dos, tout semblait sûr et tous les fardeaux semblaient s'évanouir. Cette nuit-là au manoir, alors qu'Ash dormait, il fut réveillé par du bruit et la voix de Jessica. Les deux se sont disputés à ce sujet, ce qui a rendu Echo furieuse, au point qu'elle a assommé Jessica et Ash n'en est pas sorti indemne non plus. Tôt le lendemain matin, Ash, Echo et Rebecca sont allés rencontrer Veronica. En voyant Avdotcha là, ils ont appris qu'elle et Veronica avaient monté toute la pièce juste pour aider Sylvia à devenir plus forte. Cependant, dans cette pièce, la recherche d'Avdotcha pour sa sœur perdue depuis longtemps était réelle. Finalement, tout s'est résolu et les choses ont commencé à s'améliorer. La silhouette d'Echo courant rapidement à travers la nuit sombre est apparue. Elle continuait de courir, son souffle devenait plus fort, puis elle est tombée. Des tentacules d'origine inconnue apparurent et s'enroulèrent fermement autour d'Echo, et des yeux étranges la fixaient comme s'ils observaient chacun de ses mouvements. Finalement, elle fut impitoyablement enchevêtrée. Ce n'était qu'un rêve, et Echo se réveilla en panique. Sa respiration lourde résonnait clairement dans la pièce silencieuse, et de plus, elle réalisa qu'il y avait quelque chose à ses pieds. Immédiatement, elle alla dans la salle de bain, puis retourna à son lit et resta figée là. Il semblait que le bruit avait réveillé Ash, qui se redressa et demanda à Echo, supposant que c'était un cristal de sang qu'un dragon comme elle avait déchargé, alors il voulait venir jeter un coup d'œil. Mais, il semblait qu'Echo était gêné par quelque chose et refusait fermement de laisser Ash s'approcher. En raison de son insistance, elle finit par le laisser voir. Apparemment, Ash réalisa qu'Echo avait mouillé le lit et la taquina négligemment à ce sujet. La honte l'envahit, rendant son visage aussi rouge qu'une tomate. À cause de ce commentaire, Echo n'hésita pas à donner un coup à Ash.
Ailleurs, dans un restaurant, la propriétaire avait l'air extrêmement ennuyée car son personnel avait démissionné pour se marier, ce qui lui avait fait perdre 3 excellents employés. Après avoir discuté un peu, elle s'est rendue compte qu'Anya avait postulé pour travailler là-bas. Au lieu de la laisser cuisiner en cuisine, la propriétaire a assigné Anya à travailler à l'avant du restaurant. De retour à Ash, lui et Raymond discutaient en se rendant à l'école. Ils parlèrent de rejoindre ensemble le camp d'entraînement. La scène s'est déplacée vers l'auditorium où un professeur se tenait au podium, prononçant un discours et lisant les noms de ceux qui participeraient au camp d'entraînement. Le nom de Luca provoqua une agitation dans tout l'auditorium, accompagné de murmures environnants. Selon Raymond, Luca n'était pas venue en cours depuis 3 mois entiers. Elle était aussi la secrétaire du conseil des étudiants, Luca Sarainen. Alors que tout semblait terminé, le professeur mentionna soudainement une invitation spéciale, et celle qui avait fait cette invitation n'était autre que Rebecca. Sans hésitation, elle déclara avec assurance que celui qui était invité était Ash. Cela provoqua une onde de choc dans l'auditorium, et même Ash lui-même fut tout aussi surpris. Dans une certaine pièce, Ash et Rebecca ont eu une petite conversation. Puisque ses capacités avaient déjà été prouvées, vaincre des ennemis dangereux et avoir un ami de haut niveau comme Iko étaient de grands avantages. Leur conversation entière a été secrètement écoutée par Jessica et Sylvia, mais comme Max avait des nouvelles urgentes à rapporter, il a fait irruption et a exposé les 2 filles pour avoir écouté. Il s'est avéré qu'il y avait eu un incendie quelque part. Alors, ils se sont précipités immédiatement dans la pièce en question. Là, ils ont trouvé un cercueil avec quelqu'un allongé paisiblement à l'intérieur. Pensant que la fille dans le cercueil était morte, Jessica a sursauté d'inquiétude. Mais soudain, la fille s'est redressée comme si de rien n'était. Il s'est avéré que la fumée provenait de l'encens et la fille s'est excusée auprès de tout le monde pour le malentendu. Après une série de questions, il a été révélé que la fille était Luca Sarainen, celle que le professeur avait mentionnée plus tôt dans l'auditorium, comme l'a confirmé Rebecca. De plus, Rebecca a présenté davantage la race elfe de Luca et leurs capacités extraordinaires en fabrication de potions. La fille était aussi celle qui avait battu le record de Rebecca et était devenue la plus jeune dompteuse de dragons de tous les temps. Cependant, un problème était survenu. Luca n'avait pas pu monter son dragon, Gawain, depuis 3 mois. Il a également été révélé que si le flux astral entre Luca et Gawain ne fonctionnait pas, la vie du dragon serait en danger. Ailleurs, Iko avait fini de laver sa couverture, mais tout en se sentant joyeuse, elle se rappela l'image terrifiante du rêve de la nuit dernière et déchira la couverture. Du côté d'Ash, il semblait réfléchir à ce que Rebecca avait dit plus tôt à propos de Luca et Gawain. Quant à Anya, bien qu'elle prenne un bain, ses pensées étaient toujours tournées vers Ash, ce qui la fit glisser et tomber lorsqu'elle laissa tomber le savon sur le sol de la salle de bain. Se voyant belle dans son nouvel uniforme de travail dans le miroir, Anya se sentit un peu réconfortée. De retour avec Ash, il portait un sac contenant également de la nourriture qu'il avait ramenée pour Iko. Au moment où il a appelé son nom, elle s'est précipitée vers lui et l'a serré fort dans ses bras. En regardant Iko manger, il fut surpris de la voir pleurer et verser des larmes. Les deux ont eu une conversation. Iko était piégée par un cauchemar. La chose terrifiante la hantait, la rendant plus dégoûtée que jamais. À la tombée de la nuit, la chambre d'Ash et Iko était silencieuse. Puis soudain, la voix d'Ash retentit. Il s'avéra qu'il s'était glissé dans le lit à côté d'Iko, la surprenant. Elle pensait qu'Ash l'avait fait pour l'aider à dormir paisiblement, mais c'était en fait pour l'empêcher de mouiller le lit à nouveau. Quand ces mots sont sortis de la bouche d'Ash, Iko s'est mise en colère et l'a frappé si fort qu'il s'est écrasé contre le mur. Puis, elle s'est endormie paisiblement. En classe, Iko s'est assoupie pendant que le professeur faisait son cours, et Raymond l'a mal interprété. Soudain, en regardant par la fenêtre, la silhouette de Luca est apparue. Aujourd'hui, elle est enfin revenue à l'école. Luca s'est approché de Gawain, et bien qu'ils soient séparés par un mur, le lien entre eux était toujours ressenti. Mais, se souvenant du moment où elle est tombée du dos du dragon et du rugissement qui l'a poussée, Luca a été remplie de peur et elle s'est enfuie. Ash a vu cela et est allé le dire à Rebecca, demandant de l'aide. Puisqu'il avait vécu quelque chose de similaire à la situation actuelle de Luca, Ash comprenait bien et voulait l'aider. Rebecca lui a dit qu'il y avait un moyen, mais le niveau de danger était extrêmement élevé. Ash devait monter Gawain comme il l'avait fait autrefois avec Necromancia pour ressentir ses émotions. Ash, accompagné d'Iko et Sylvia, est allé dans la chambre de Luca pour parler. Mais avant de dire quoi que ce soit, Luca était déjà captivé par la mignonne corne d'Iko et lui sauta dessus, la serrant dans ses bras, la mordant et la léchant, ignorant les protestations d'Iko. Finalement, Ash réussit à parler, demandant à Luca d'aller à l'écurie du dragon de Gawain où Rebecca l'attendait. Juste après cela, Luca a audacieusement changé de vêtements juste devant Ash et les autres. Rebecca voulait que Luca s'approche de nouveau de Gawain, mais à cause de sa peur de la dernière fois, elle a essayé de s'enfuir. Rebecca l'a arrêté.
À la fin, Ash a reçu la permission et s'est approché de Gawain en portant l'armure arche fabriquée par Ikko. Ce qu'il voulait, c'était comprendre pourquoi Gawain ne voulait pas que Lucas le monte. Mais à mesure qu'il s'approchait, le rugissement et la colère de Gawain l'ont submergé. Un seul coup de queue a détruit l'écurie du dragon. À ce moment-là, il semblait que Gawain s'était envolé, mais grâce à l'avertissement de Rebecca, Ash réalisa qu'il était juste au-dessus de lui, prêt à frapper avec la puissance terrifiante d'un dragon. Gawain attaqua, détruisant l'armure défensive d'Ash. Sa vision commença à se brouiller au milieu de l'inquiétude de tous. Cette nuit-là, Ash s'excusa tristement de ne pas avoir pu aider Lucas et Gawain. Rebecca pensait que la prochaine séance d'entraînement serait une bonne occasion de découvrir la vérité. En entendant cela, Ash s'est rapidement porté volontaire pour persuader Lucas de participer. Pendant ce temps, dans sa chambre, en se baignant, Lucas se remémorait inconsciemment les beaux moments entre elle et Gawain quand il était encore un petit dragon faisant ses premiers pas. Lucas attrapait joyeusement son adorable bébé dragon. Soudain, la voix d'Ash se fit entendre de l'autre côté de la porte, s'enquérant de son état. Un peu plus tard, Lucas invita Ash et Ekko dans sa chambre et leur servit du thé. Ash s'excusa de ne pas avoir pu comprendre les émotions de Gawain. Lorsqu'il remarqua que Lucas se taisait, il changea rapidement de sujet pour parler de l'entraînement à venir. Il l'encouragea à participer, disant qu'elle devait affronter Gawain à nouveau, que c'était un chemin destiné pour eux deux. L'atmosphère silencieuse entre Ash et Lucas agaçait Ekko. Elle renversa la table à thé de frustration. Elle pointa Lucas du doigt et l'accusa d'être faible et lâche. Ces mots durs poussèrent Ash à essayer de l'arrêter, mais il se fit également gronder par Ekko. Refusant de reculer, Ash éleva la voix et répliqua. Alors qu'ils se disputaient, Lucas réfléchit silencieusement aux paroles d'Ash. Elle se remémora les moments joyeux passés sur le dos de Gawain. Puis, elle prit la parole, déclarant qu'elle rejoindrait Ash et Ekko. Cette nuit-là, Milgos apparut soudainement dans la chambre privée d'Anya. Anya a rapporté sa mission de surveillance d'Ash et Ekko au cours des derniers jours. Dès qu'elle a mentionné le prochain camp d'entraînement, Milgos s'est soudainement souvenu du tombeau de Willingham, où les cendres de petits dragons adaptés aux expérimentations étaient enterrées. Milgos a ordonné à Anya de continuer à les surveiller et a suggéré qu'ils se retrouveraient au camp d'entraînement. Après qu'Anya ait reçu ses ordres et soit partie, Milgos, maintenant seul dans la pièce sombre, se remémora Ekko, la descendante d'Avalon, et déclara qu'il la détruirait à coup sûr. Fixant son propre ombre vacillante sur le mur, Milgos éclata soudain d'un rire sinistre, comme s'il parlait à quelqu'un nommé Julius, à travers cette ombre. Le lendemain matin, comme prévu, les étudiants se sont rassemblés et sont partis pour l'entraînement. Rebecca a voyagé avec Lucas, la réconfortant doucement en chemin. À proximité, Max fronça les sourcils avec mécontentement à l'idée d'accompagner Ash, grognant et le prévenant de ne pas toucher à son dragon. Sylvia et Ekko furent assignés à voyager ensemble. Ekko prit avec enthousiasme le commandement de Lancelot, laissant Sylvia se sentir impuissante. Soudain, Ekko tendit la main et toucha Sylvia, la surprenant. Sylvia, embarrassée, tenta rapidement de l'arrêter, mais Ekko ne recula pas et montra son mécontentement qu'Ash ne prête attention qu'aux silhouettes parfaites de Sylvia et Rebecca, sans jamais la remarquer. Elle croyait qu'une mystérieuse magie noire détournait l'attention d'Ash d'elle et devint encore plus désireuse de toucher et d'explorer Sylvia, la laissant paniquer et suppliant. À leur arrivée, Rebecca donna des instructions strictes aux étudiants participant à l'entraînement. Tous les étudiants écoutaient attentivement, ce qui rendit Ash inconsciemment tendu. Après un moment, Rebecca adoucit son ton et sourit, suggérant à tout le monde d'aller se baigner dans la rivière pour s'amuser. Tout le monde accepta avec enthousiasme et profita joyeusement de l'eau fraîche. À ce moment-là, un étudiant remarqua Angela marchant seule au fond de la forêt. Lorsqu'on lui demanda où elle allait, Angela ne répondit pas directement et laissa seulement entendre que c'était un secret. Ailleurs, juste au moment où Ash s'apprêtait à partir, il fut soudainement entraîné par le dragon de Jessica le long du grand fleuve. Du côté de Sylvia, elle était extrêmement embarrassée en voyant le maillot de bain révélateur que Cosette avait apporté. Sylvia voulait protester, mais Cosette l'a rapidement maîtrisée et forcée à se changer. Les étudiants masculins étaient ravis par les silhouettes séduisantes de Rebecca et Sylvia dans leurs maillots de bain échancrés. Sylvia rougit de gêne et se plaignit à Cosette de la tenue trop révélatrice. Juste au moment où Cosette mentionna Ash, Ash fut soudainement entraîné devant Sylvia par Jessica. Montée sur le dos de Lancelot, Ikko exprima son intention d'arrêter Jessica, et Sylvia se joignit avec enthousiasme pour la poursuivre. Pris entre toutes ces filles pleines d'énergie, Ash cria de détresse. Cette nuit-là, Ash vit accidentellement Lucas marcher seul dans la forêt. Inquiet, il la suivit rapidement. Anya, qui observait Ash en secret, suivit également les deux.
Ash suivit Lucas jusqu'à un petit lac au fond de la forêt, où elle s'approcha lentement et fit face à Gawain. Elle exprima doucement ses sentiments à Gawain, disant qu'elle voulait être avec lui pour toujours et souhaitait le monter une fois de plus. Mais juste au moment où Lucas tendit la main, Gawain poussa un rugissement de protestation. Attristée et confuse, elle ne comprenait pas pourquoi il avait réagi ainsi. Ash s'avança avec colère et confronta Gawain, le prévenant d'un ton sévère qu'il recourait à la force si nécessaire. Cela mit Gawain en colère, qui se jeta immédiatement sur Ash. Sans aucune armure de protection, Ash ne pouvait qu'esquiver ses attaques. Profitant d'un moment où Gawain était distrait, Ash sauta d'en haut sur son dos. Mais juste au moment où il pensait avoir pris le contrôle, un cercle rouge apparut au-dessus de sa tête. Gawain avait utilisé le sort de rejet pour se défendre. En voyant Ash voler au loin, gravement blessé, Ash perdit connaissance. Toujours en train d'observer, Anya était plongée dans ses pensées. Se souvenant comment Ash l'avait autrefois sauvé, elle choisit de le sauver. Un peu plus tard, Ash reprit conscience dans un espace magique. Navi l'avait convoqué à l'atelier d'armure de dragon, un lieu réservé aux âmes. Elle voulait lui montrer les émotions de Gawain. Gawain voulait s'excuser auprès d'Ash de l'avoir blessé et exprima que son dos appartenait uniquement à Lucas. Navi a également raconté comment, il y a 3 mois, pendant qu'elle pratiquait la danse du dragon, Lucas était accidentellement tombé du dos de Gawain. Depuis, Gawain l'avait rejeté par peur de lui faire à nouveau du mal. Navi a également révélé qu'il ne restait que 5 jours à vivre à Gawain. Une faible lumière entoura Ash et il s'échappa de l'espace mystérieux, se réveillant dans le monde réel. Il fut stupéfait de voir Lucas, qui était nu et le tenait fermement. Elle croyait que cela aiderait à faire baisser sa fièvre. Ash reprit rapidement ses esprits et lui raconta tout ce qu'il venait d'apprendre de Navi. Après avoir compris la situation, Lucas comprit aussi les sentiments de Gawain. Elle se dépêcha de trouver Gawain car aujourd'hui était le 5e jour de la session d'entraînement et aussi son dernier jour. Ce soir-là, Angela arriva enfin au tombeau légendaire du dragon. Elle trouva un livre de contrat et alors qu'elle commençait à lire quelques lignes sur la guerre entre 2 factions de l'ancienne époque, Milgos apparut soudainement et l'appela par le surnom Anne, le nom que le prince Julius utilisait pour l'appeler. Alors qu'elle était encore confuse, Angela a été assommée par Anya. Juste au moment où Milgos donnait l'ordre de l'achever, une force mystérieuse l'a arrêté, le forçant à abandonner Angela et à partir avec Anya pour préparer leur plan à venir. Au camp d'entraînement, Iko a serré Ash avec enthousiasme quand il s'est réveillé, et Rebecca et Sylvia sont également venus le voir. À ce moment-là, Lucas est revenu en courant, appelant Gawain avec inquiétude. Comme prévu, les étudiants ont beaucoup apprécié la fête. Pendant ce temps, Ash, Sylvia, Iko et Lucas se sont dépêchés de trouver Gawain. Comme Ash était encore blessé, tout le monde était très préoccupé. Peu de temps avant, Lucas avait informé tout le monde avec anxiété que Gawain avait disparu et que le flux astral avait été coupé. Rebecca a mentionné le mausolée de Willingham où un dragon nommé Nuada ne voulait pas que son maître le voie faible et disparaissant progressivement. Alors il a coupé son flux astral et est allé mourir seul dans ce tombeau. Rebecca pensait que Gawain pourrait avoir des pensées similaires à celles de Nuada. Elle a suggéré de reporter temporairement la cérémonie et de faire entourer le mausolée de Willingham par les étudiants. Ash s'est opposé à cette idée, voulant que tout le monde profite de la fête. Il a insisté pour s'occuper de l'affaire avec Lucas. Ash se précipita alors vers le mystérieux mausolée de Willingham. D'en haut, Milgos aperçut la silhouette de Lancelot et invoqua quelque chose de sinistre. Ash et les autres arrivèrent enfin à l'entrée du tombeau. Un violent tremblement de terre frappa, alarmant tout le monde. Des nuages étranges apparurent au-dessus de leur tête et un sentiment de terreur rendait Echo de plus en plus anxieux. Soudain, la porte du tombeau s'ouvrit et des yeux rouges et cruels les fixèrent. À la fête, les étudiants remarquèrent également la scène étrange au loin. Sylvia fut attrapée par des tentacules immondes rampant sur tout son corps. Grâce à Lancelot, Sylvia réussit à s'échapper. Ils furent tous choqués alors que les dragons vicieux approchaient du camp d'entraînement. Faisant confiance à la capacité de Rebecca, les autres ont poursuivi le plan pour entrer dans le tombeau. À la hauteur de leur confiance, Rebecca a conduit les étudiants, prêts à combattre les dragons maléfiques qui approchaient. Une bataille féroce les attendait tous. Du côté d'Ash, tout le monde est rapidement entré dans le tombeau. Ash a demandé à Echo de sortir l'armure pour qu'il puisse se battre à leur côté. Echo a refusé, inquiet que l'armure lourde ne le blesse davantage. Mais persuadée par Ash, elle accepta d'entrer dans la forge et de lui fabriquer une armure plus légère. Suivant ses instructions, Ash serra Echo étroitement pour protéger son corps pendant qu'elle envoyait son esprit à la forge. Un peu plus tard, ils pénétrèrent enfin plus profondément dans le tombeau. Lancelot s'arrêta soudainement, déconcertant Sylvia. Milgos apparut, laissant tout le monde stupéfait.
Sylvia déclara sévèrement au nom de la royauté qu'elle le détruirait, mais Milgos ne fit que rire, ce qui l'enragea. Il se moqua d'elle, disant qu'elle n'était qu'une lâche et une personne inutile. Milgos l'appela Sylvie, déclenchant des souvenirs de son frère aîné bien-aimé qui avait été emporté pour avoir violé les tabous, le prince Julius. Milgos tourna ensuite son attention vers Ash et la princesse d'Avalon, Echo incitant Ash à le questionner avec colère. Mais Milgos ne répondit pas et expliqua à la place en détail au sujet du dragon gigantesque qui venait de s'éveiller Nuada, maintenant féroce, ses yeux rouge sang, les fixant directement. À l'atelier d'armure de dragon, Echo fit face à Navi avec prudence. Echo voulait emprunter un des échantillons d'armure de Navi pour le refaire, car elle n'avait pas assez de temps pour en créer un nouveau. Navi accepta, mais à une condition. Echo devrait remettre l'armure originale à Ash un jour, ce qui signifiait offrir son âme et son corps à son maître. Bien que mécontente, Echo accepta à contre-cœur. En cherchant un ensemble d'armures appropriées, Navi reçut soudain la nouvelle qu'Ash était en danger, ce qui la poussa à terminer rapidement l'armure. Au camp d'entraînement, les stagiaires étaient cruellement tourmentés par les tentacules, qui s'enroulaient sans cesse et glissaient sur tout leur corps. Jessica était également prise dans la scène horrifiante, étroitement liée par les tentacules, mais heureusement, son dragon est rapidement venu à son secours. Rebecca repoussait continuellement une horde de dragons approchant, des perles de sueur se formant sur son front sous l'immense pression. À l'intérieur du tombeau, Sylvia évitait frénétiquement les grands tentacules qui l'entouraient. Débordante de détermination, elle croyait pouvoir calmer Nuada. Pendant ce temps, le frère Lucas était également enlacé par les tentacules, criant de frustration. Les tentacules saisirent soudainement Echo des bras d'Ash. Il s'accrochait à elle sans relâche, mais au moment critique de la crise, Echo s'éveilla enfin et consola Ash. Un sort lancé par elle illumina l'espace et détruisit les tentacules vicieux. Milgos ne put s'empêcher de louer son éclat radieux. Depuis la lumière scintillante, Ash lança soudainement une attaque contre lui. Tandis que Sylvia se concentrait sur la soumission de Nuada, Ash saisit l'occasion pour assaillir Milgos. En utilisant la magie de pétrification de son armure, il a essayé d'immobiliser les dragons féroces entourant Milgos. Mais l'agile Milgos a esquivé sans effort le sort d'Ash et l'a frappé durement, détruisant la plupart de son armure. Une fois de plus, Milgos s'est jeté sur Ash, mais pendant qu'il était distrait, Ash a rapidement pétrifié son bras. À ce moment-là, Sylvia revint, ayant réussi à calmer Nuada et à empêcher Milgos de riposter davantage. Cependant, sans hésitation, il brisa son bras désormais de pierre. Alors que tout le monde restait sous le choc, il s'échappa rapidement. Loin, sur le terrain d'entraînement, la bataille en cours laissait encore Lucas profondément inquiète. Après le récent combat, Lancelot avait épuisé toutes ses forces et ne pouvait plus continuer. Lucas soupira, se reprochant de ne pas pouvoir aider. Soudain, elle attrapa la main d'Ash et sauta de la falaise avec lui. Elle exprima son souhait qu'Ash reste à ses côtés, afin qu'elle puisse rassembler le courage de soutenir les stagiaires. Rassurée par la promesse d'Ash, Lucas se sentit plus confiante. Elle commença à appeler Gawain, l'exhortant à travers son flux astral à revenir et à se battre avec elle. De retour au camp, tout le monde atteignait progressivement ses limites en raison du nombre écrasant d'ennemis. Alors que Rebecca commençait à désespérer, incapable de trouver un moyen de gérer les dragons sauvages, une lumière au loin attira l'attention de tous. Gawain, portant Lucas et Ash, retournait rapidement au terrain d'entraînement. Volant à grande vitesse, Lucas se tenait debout sur le dos de Gawain et exécutait la danse du dragon de sa famille. Une mystérieuse lumière bleue apparut dans le ciel sombre. Des faisceaux de lumière tombèrent, dispersant les dragons féroces et sauvant les stagiaires encerclés. Les étudiants et Rebecca ne purent s'empêcher de se sentir fiers de l'acte courageux de Lucas. Ailleurs, Milgos rapportait tout à quelqu'un qui répondit avec un sourire sinistre, affirmant qu'il éliminerait personnellement quiconque se mettrait en travers de son chemin, au Congrès continental. Le lendemain matin, tout le monde célébrait leur victoire au tombeau. Soudain, une fille arriva pour remettre une lettre à Sylvia. Son père voulait qu'elle assiste au Congrès continental et souhaitait rencontrer Ash et Echo également, laissant Ash perplexe. Dans le ciel bleu clair, on pouvait voir Lancelot porter Sylvia, Ash et Echo sur son dos. En même temps, la voix calme de Sylvia résonnait, présentant le Congrès continental et la faction Lautremont qui le dirigerait cette fois-ci. Ash, perplexe, demanda pourquoi lui et Echo devaient assister à une réunion si importante.
Avant qu'Ash ne puisse terminer sa phrase, Iko avait déjà exprimé ses soupçons sur la ville de Fontaine. Après avoir entendu la description d'Ash, elle exprima joyeusement son enthousiasme pour les pancakes uniques ici. Alors qu'ils discutaient encore avec animation, Sylvia annonça qu'ils étaient arrivés. En entrant dans le palais, les serviteurs s'étaient alignés respectueusement pour accueillir le retour de Sylvia. Immédiatement après, Frida l'informa rapidement qu'Oswald attendait Sylvia malgré son désir d'emmener Ash et Iko en visite. Sa détermination força Sylvia à partir sans pouvoir rien faire. Mais malgré tout, elle se retourna pour donner quelques instructions à Ash et Iko. Comme Sylvia l'avait indiqué, Frida les a emmenés faire un tour des lieux importants du château et a commencé à expliquer pourquoi une sécurité stricte était nécessaire. Lorsqu'ils sont arrivés à la chambre de Veronica, Iko s'est précipité en colère à cause de l'attitude trop stricte de Frida. Mais Ash l'a rapidement arrêté. Dès que la porte s'est ouverte, le seau de nettoyage de Primrose a renversé de l'eau sur eux trois. Primrose n'arrêtait pas de s'excuser tandis que Frida la questionnait avec colère, comme si elle avait peur de la rendre encore plus en colère. Primrose a immédiatement répondu qu'elle n'aimait pas que ses vêtements soient mouillés en nettoyant. Après cela, Primrose, Frida, Iko et Ash ont suspendu leurs vêtements mouillés et ont enfilé de nouveaux habits. Frida a ensuite assigné à Primrose la tâche de nettoyer et de surveiller Ash et Iko. Alors que Frida s'éloignait, un petit incident s'est soudainement produit, faisant pâlir son visage de panique. Voyant cela, Iko a immédiatement sauté en avant pour couvrir les yeux d'Ash de la scène indécente. De retour avec Sylvia, alors qu'elle ouvrait la porte de la chambre d'Oswald, sa silhouette précipitée s'est dirigée vers elle si rapidement qu'elle n'a pas pu s'empêcher de le frapper. Non seulement ce coup de poing ne l'a pas mise en colère, mais au contraire, Oswald semblait encore plus excité qu'avant parce que Sylvia lui rappelait trop sa défunte épouse. En un clin d'œil, les deux étaient assis à la table, ayant une conversation sérieuse sur le prochain Parlement. Sylvia devint encore plus curieuse de savoir pourquoi Ash et Iko avaient été invités, et Oswald expliqua avec empressement qu'il cherchait juste quelque chose pour passer le temps, la laissant sans voix. Au même moment, la chambre de Veronica avait déjà été nettoyée par Ash, et remarquant les yeux curieux d'Iko, il s'approcha et l'invita à explorer la ville avec lui. À ce moment-là, les expressions de Sylvia et Oswald devinrent plus sérieuses que jamais lorsqu'ils mentionnèrent leur frère aîné qui avait été exilé. En sortant de la pièce, Sylvia critiqua silencieusement le terrible mensonge d'Oswald dans son cœur. Quand la nuit est tombée, la ville s'est illuminée et les lumières éblouissantes ont fait courir Iko partout avec excitation. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur tout, et Ash et Primrose l'ont emmené manger et s'amuser. Leur moment joyeux était observé par Anya, qui les suivait en secret depuis le début. Plus tard, Ash s'est excusé auprès de Primrose, qui était fatiguée et allongée sur un banc. Avant qu'il ne devienne trop formel, Iko a appelé Ash à haute voix, exigeant qu'il lui achète une crêpe. Alors qu'elle commandait encore avec enthousiasme, le visage d'Ash devint progressivement rouge en voyant les couples affectueux à proximité. Iko fut également confuse par ce qu'elle voyait, et même s'il était troublé, Ash essaya quand même de le lui expliquer. L'atmosphère autour d'eux devint plus romantique alors qu'Iko lui permit de lui tenir la main. Ils rougirent encore plus en voyant un couple s'embrasser amoureusement devant eux. Soudain, un dirigeable avec l'emblème de la famille Withershason apparut dans le ciel, interrompant brusquement le doux moment. À un moment donné, Cosette était apparue derrière eux, portant Primrose sur son épaule, et son arrivée inattendue fit qu'Ash et Iko se séparèrent instantanément. De retour au palais royal, juste au moment où Ash et Iko avaient changé de vêtements pour rencontrer Oswald, Sylvia entra dans une tenue éblouissante. En la voyant, Ash ne retint pas ses compliments, ce qui fit grincer les dents d'Iko de colère, et elle l'attrapa en le réprimandant. Alors que les deux faisaient encore du bruit, Freada entra calmement pour annoncer que le banquet était prêt. Peu après, ils rencontrèrent enfin Oswald, qui les loua chaleureusement comme un roi amical. Le visage d'Ash montrait une panique évidente lorsqu'il vit Oswald s'incliner sérieusement et exprimer sa gratitude pour avoir résolu le problème de la nécromancie et l'incident de l'église de Willingham. Avant qu'Ash ne puisse même se remettre, Oswald annonça qu'à partir de ce jour, Ash deviendrait un dragonard, choquant tout le monde et laissant leur bouche bée. Oswald affirma doucement qu'Ash était digne de ce titre. Au moment suivant, il prit l'épée de Freada et lui conféra solennellement le titre de dragonard. Sylvia, qui observait à proximité, rougit soudain à l'idée qu'Ash pourrait désormais épouser quelqu'un de lignée noble. Après être entré dans la salle du banquet, Oswald répondit calmement à la question de Sylvia sur la raison pour laquelle l'Empire Zephyros n'avait pas assisté au congrès. Il est ensuite devenu plus enthousiaste lorsque Ash et Iko ont accepté d'assister au bal masqué le lendemain soir.
En une seconde, le ton d'Oswald changea radicalement alors qu'il interrogeait Ash sur sa relation avec Sylvia. Voyant Ash le nier sans hésitation, Sylvia se détourna, embarrassée et frustrée, refusant même de le regarder. La scène se déplace ensuite à la base de Widershasson, où Anya courut avec excitation dès qu'elle vit que Milgauss était toujours en bonne santé. Mais elle s'arrêta soudainement en le voyant se vanter de son propre bras d'une manière étrange. Dans l'immense espace, la voix raffinée de Klaus résonna soudainement alors qu'il racontait le passé de Milgauss, répondant à toutes les questions d'Anya. Sous son regard étonné, Klaus activa lentement le dispositif magique Yggdrasil et révéla que son test commencerait demain. En entendant le ton calculateur dans la voix de Milgauss, Anya répéta sa question avec confusion et fut informée par Klaus qu'elle devait kidnapper Iko pour l'expérience. Dans sa chambre, Sylvia fit soudainement un cauchemar de nécromancia attaquant. Il semblait que ce rêve lui fit réaliser que le dragon était autrefois le dragon de son frère exilé. En chemin, Sylvia fut bloquée par Veronica, Glenn et Avdochka. Veronica réalisa immédiatement que le but de Sylvia était de chercher les restes du dragon de son frère. Tout comme Sylvia le soupçonnait, quelqu'un avait volé les restes de dragon à travers le pays. Cette nouvelle de Veronica ne fit que renforcer son soupçon que Milgauss était en fait son frère exilé. Comme si elle craignait que Glenn et Veronica ne la croient pas, elle continua à raconter tous les indices qu'elle avait rassemblés. Veronica a immédiatement ordonné à Sylvia de garder ce secret, car il concernait la survie du royaume de Latrimund. Comme ses vêtements étaient sales, Cosette a persuadé Sylvia de se baigner et elle l'a également rejointe au lac communal pour aider à soulager le stress. Cosette a apporté du shampoing et du gel douche et a proposé de masser le devant de Sylvia. Dans la loge, Primrose a aidé Echo à essayer des vêtements, mais la jeune fille dragon n'était satisfaite d'aucun d'eux. Dans sa chambre, Ash se sentait déprimé, ne sachant pas quoi porter, quand Sylvia frappa et entra. Elle entra simplement et s'assit tranquillement sur le lit à côté d'Ash, sans qu'aucun d'eux ne dise un mot. Finalement, Ash dut prendre la parole et demander si elle était venue pour quelque chose, rompant le silence gênant. Après avoir réfléchi un peu, Sylvia décida de partager ses inquiétudes avec Ash. Pendant ce temps, dans la cabine d'essayage, Echo avait essayé des dizaines de tenues, mais n'était toujours satisfaite d'aucune. Primrose éclata en larmes à cause de la difficulté d'Echo. Echo ne serait heureuse que lorsqu'elle trouverait une tenue qui la rendrait plus belle que Sylvia. Ce n'était pas qu'Echo la détestait, c'était parce que Sylvia s'accrochait beaucoup à Ash ces derniers temps, ce qui mettait Echo mal à l'aise. Primrose expliqua à Echo qu'elle était un dragon et qu'Ash était humain. Un jour, il tomberait amoureux d'une fille, se marierait et aurait des enfants. Ces mots hantèrent l'esprit d'Echo et elle s'enfuit immédiatement, bouleversée. De retour dans la chambre d'Ash, on lui a dit que Milgauss était en fait le prince Julius. L'empereur ne pouvait pas accepter cette vérité calmement. Sylvia se souvenait de son comportement, des restes volés, de ce que Milgauss avait dit au cimetière de Willingham, et du premier Necromancia, tout cela était des preuves. Mais elle ne savait pas quoi faire maintenant qu'elle savait que son frère était toujours en vie. Ash la réconforta en partageant sa propre histoire. Son père est parti quand sa petite sœur est née. Il y pensait beaucoup et a un jour demandé à sa mère, qui lui a promis de lui dire quand il serait plus grand. En bref, Ash conseilla à Sylvia de ne pas trop réfléchir et d'aller demander directement. Juste au moment où l'atmosphère entre les deux s'était légèrement améliorée, le tonnerre gronda soudainement fort à l'extérieur. Sylvia cria de peur et s'accrocha fermement à Ash, et tous deux tombèrent sur le lit. Voyant qu'il n'y avait plus de tonnerre ni d'éclair, Ash se redressa et essaya de détacher Sylvia de lui, mais son poids la fit retomber sur le lit. Son bouton s'ouvrit, révélant l'emblème du dragon entre ses seins généreux. Ash rougit et n'osa rien faire au-delà du pickleball. Sylvia murmura nerveusement quelque chose comme lui donner le feu vert. Alors Ash se pencha, mais rien ne se passa car quelqu'un frappa à la porte. Cosette annonça que la tenue cérémonielle pour la princesse était prête, et en entendant cela, Sylvia quitta immédiatement la chambre d'Ash. À ce moment-là, dans le jardin, Echo courait sous la pluie. Elle savait ce que Primrose avait dit depuis longtemps, mais son cœur se serrait à chaque fois qu'elle y pensait. Echo trébucha et tomba face contre terre, pleurant de chagrin sous la pluie. À l'intérieur du château, Ash cherchait anxieusement Echo, mais ne pouvait pas la trouver. Dehors, Echo s'était perdue et se retrouva devant une vieille structure en ruine. Là, elle vit Anya et un groupe de personnes de Tantalos déguisées et infiltrant le château. Juste à ce moment-là, Primrose sortit aussi en courant à la recherche d'Echo et elle alerta Anya qui tenait une arme. Echo cria pour arrêter Primrose et révéla sa propre position. À l'intérieur du château, Ash trouva Cosette et l'informa qu'Echo et Primrose avaient disparu.
Cosette le rassura de se rendre au bal comme prévu, tandis qu'elle et les domestiques se sépareraient pour chercher. Le bal commença à l'heure, avec tout le monde habillé de manière glamour et portant des masques, la salle grouillant de monde. Mais Ash se tenait seul sur le balcon. Sylvia vint le réconforter, disant que Cosette retrouverait rapidement Echo et Primrose. Soudain, Ash vit Milgauss marcher avec Klaus et avait l'intention de les empêcher d'assister à la fête. Cependant, Sylvia l'arrêta. Dans le vaisseau spatial, Anya se tenait sous la douche, se remémorant ce qui s'était passé. À ce moment-là, Echo avait abattu 3 des subordonnés d'Anya et l'avait même chargé. Sans autre option, elle avait tiré avec son arme. Dans la salle de bal, Ash fixait intensément Klaus. Sylvia lui conseilla de se détendre puisque leurs adversaires n'oseraient rien faire ici, et elle le remercia aussi de s'être ouvert à elle. Dans le château, les serviteurs rapportèrent à Cosette qu'ils n'avaient trouvé Echo nulle part. Cosette regarda vers les ruines à proximité, le seul endroit qu'ils n'avaient pas vérifié. Dans la salle de bal, Klaus invita Sylvia à danser la prochaine chanson, mais elle était plus intéressée à danser avec Milgauss. Aux ruines à l'arrière, Cosette trouva une paire de sandales en bois et des taches de sang sur le sol. Les domestiques avaient retrouvé Primrose inconsciente à proximité. De retour dans la salle de bal, pendant que Sylvia dansait avec Milgauss, elle en profita pour lui demander s'il était son frère, pourquoi il l'appelait Sylvie, et si ce nécromancia était Mordred. Cependant, il ne répondit pas. Après la danse, Cosette vint les informer que Primrose avait été trouvée. Ils sont tous allés au salon pour lui poser des questions sur Echo. Primrose était profondément pleine de remords et de culpabilité parce que ses mots avaient poussé Echo à partir. Triste, Sylvia la réprimanda, disant qu'Echo était un dragon né sous forme humaine et que, si elle était Echo, elle aussi serait effrayée par la question de savoir pourquoi elle avait l'apparence humaine et non celle d'un dragon. Primrose ajouta qu'Echo avait été kidnappé. Il ressemblait au personnel du château, mais l'un d'eux était une fille ressemblant à quelqu'un de la tribu Tantalos. En entendant cela, Ash devint furieux et voulut aller interroger Milgauss. Cependant, Sylvia analysa la situation de manière rationnelle. Il l'avait kidnappée, mais ne lui avait pas fait de mal, donc le meilleur endroit pour cacher quelqu'un serait le vaisseau spatial de Klaus, le Beowulf. À l'intérieur du vaisseau, une expérience inhumaine était en cours d'initiation. Le docteur Albert fit signe d'injecter la colonne d'onde de vie numéro 11 dans le sujet de test alpha. Ils ont commencé le compte à rebours et le sujet de test actuel était Echo. Le docteur Albert expliqua que l'énergie vitale injectée avait été extraite du Millennium. Yggdrasil pouvait éveiller le pouvoir latent d'un dragon, même s'il ne deviendrait jamais un maestros. Le Millennium était un type de gemme riche en énergie vitale extraite des cendres d'un dragon millénaire. Il injecta ce pouvoir dans le sujet de test pour qu'elle puisse se transformer en sa véritable forme. La colonne de vitalité numéro 12 a été injectée dans Echo, lui causant une douleur immense, mais elle ne montra aucune réaction. Albert ordonna froidement de maximiser la dose de Millennium. Des chaînes semblables à des tentacules apparurent de nulle part et lièrent Echo, coupant sa connexion avec Ash. Des larmes coulèrent des yeux d'Echo, elle réalisa seulement maintenant ses véritables sentiments pour lui. La transmission d'énergie finale a provoqué la perte de contrôle et l'explosion du système Yggdrasil dans le laboratoire. Les machines se sont brisées, le corps d'Echo a brillé et un emblème de dragon sacré est apparu. Sylvia et Ash, chevauchant Lancelot, volaient vers le vaisseau spatial lorsqu'ils ont vu l'explosion. La marque sur la main d'Ash brûlait comme du feu, confirmant qu'il était arrivé quelque chose à Echo. Soudain, un œuf de dragon massif apparut dans le ciel, portant exactement le même emblème que la main d'Ash. Il murmura « Echo pourrait-elle être à l'intérieur ?» À ce moment-là, Ash demanda à Sylvia d'aider à sauver Echo, alors elle essaya de commander Lancelot pour la sauver, mais Lancelot refusa d'obéir. Tous les maestros commencèrent à voler vers l'œuf et il se fissura soudainement. Ash en conclut que cela devait être Echo. La scène passa à Véronica marchant et discutant des affaires d'État. Pendant ce temps, les invités de la fête au palais étaient dehors à observer l'agitation. Klaus Weitershausen accusait délibérément l'Autremont du chaos. Alors que le dragon avançait, les gens commençaient à fuir dans la panique. Véronica rencontra alors Julius, qui révéla qu'il n'était plus lui-même, mais quelqu'un d'autre habitant le corps de Julius Pâle, le véritable héritier du royaume de l'ombre de Néélania, qui avait longtemps combattu contre l'empire d'Avalon. Les deux lignées avaient divergé du sage roi dragon Imbeok. Julius avait découvert l'existence de Mordred qui avait pris son ombre et le hantait. Mordred révéla son ambition de transformer les humains en animaux de compagnie et en proie. À ce moment-là, Julius avait conclu un pacte avec les règles interdites de l'abattage des dragons. Glenn, furieux, attaqua Mordred, croyant qu'il était la véritable cause de tout et qu'ils avaient accusé Julius à tort. Cependant, il n'était pas à la hauteur. Mordred s'avança vers le dragon et sortit du corps de Julius. Véronica se précipita pour l'arrêter mais fut engloutie dans les ténèbres.
À l'intérieur, elle était dénudée comme un poulet et humiliée comme une poupée esclave. Juste avant de se perdre, elle vit de nouveau Julius de manière inattendue. Il lui rappela que Mordred contrôlait maintenant Echo. Glenn arriva également pour leur rappeler quelque chose. Du côté d'Ash, il appelait Echo. Elle avait été prise par Mordred et transformée en une autre forme. Navi était assise à l'intérieur d'elle alors que la voix sinistre de Mordred résonnait, demandant si elle était Dragways et exigeant qu'elle lui remette ses vastes connaissances. Si Mordred pouvait fusionner avec Navi, il renaîtrait pleinement en tant que roi sombre. Navi a refusé parce qu'elle ne voulait pas devenir comme Nehalenia. Elle a soutenu la princesse et les chevaliers d'Avalon et a loué Ash pour être bien supérieur à Mordred. Enragé, Mordred a invoqué ses tentacules pour attaquer Navi. La scène s'est déplacée à l'extérieur. Echo s'élevait dans les airs. Ash se précipita pour la sauver, mais Sylvia l'arrêta. À ce moment-là, Veronica était sortie avec Julius et Glenn, expliquant que ce n'était pas Milgoose, mais Julius. Julius s'avança et présenta un plan. D'abord, il devait forcer Mordred à sortir du corps d'Echo. Tant que Navi continuait à lui résister, Mordred ne pouvait pas se ressusciter complètement, leur donnant une chance de ramener Echo. Julius le savait parce que Mordred avait acquis ses souvenirs et qu'il avait récupéré ceux de Mordred également. Julius expliqua qu'il avait obtenu le vaisseau en manipulant Veronica, qui avait un secret honteux qu'elle ne pouvait révéler aux autres. Elle lui prêta donc le vaisseau à contre-cœur et promit de le laisser se déconnecter après leur retour. Pendant ce temps, Ash se rapprochait d'Echo. À ce moment-là, Ash s'approchait d'Echo. Sentant une menace, le corps d'Echo tira immédiatement un rayon de lumière vers Ash. Julius, pilotant le vaisseau, évita habilement le tir. Pendant ce temps, Navi combattait l'ennemi en invoquant des chaînes pour le retenir. Ash continuait de se précipiter vers Echo, qui était actuellement piégé dans une cage. Navi apparut devant elle et s'approcha pour partager une partie des connaissances qu'elle possédait. Ensuite, Navi montra à Echo une image d'Ash essayant désespérément de l'atteindre et de la sauver. Echo était profondément ému et déterminé à sauver Ash. Navi, satisfaite de sa détermination, libéra la cage et lui dit que ce qu'Echo devait faire maintenant en tant que princesse d'Avalon était de créer une arche pour Ash. Dehors, le corps d'Echo, maintenant sous le contrôle de Mordred, rendait presque impossible l'approche d'Ash. Il était tombé, mais heureusement, Luca arriva juste à temps pour le sauver. Tout le monde a rapidement suivi et a décidé de travailler ensemble pour aider Ash à atteindre le corps d'Echo. Après avoir attaqué Mordred, ils ont signalé à Luca de s'approcher, permettant à Ash de sauter en avant. Sentant l'approche d'Ash, Mordred a tiré un rayon sur lui, envoyant Ash dans une autre dimension. Là, Echo est apparu et a attrapé sa main. Echo a finalement réussi à créer l'arche pour sauver Ash. Bien qu'elle ne soit pas entièrement complète, elle l'a sauvé au moment critique. Ash a rapidement invoqué Excalibur. Mordred lança une autre attaque, mais Ash la bloqua sans effort. Avançant, Ash trancha les cornes sur la tête de Mordred, le faisant crier de douleur. À ce moment-là, le corps massif disparut, le ciel redevint clair, et Echo reprit sa forme humaine. Ash l'enlaça et, avec tout le monde, ils revinrent en sécurité. Le monde était maintenant lumineux et magnifique. La scène changea. Des soldats avaient capturé Anya, qui tentait de s'échapper. Mais, au moment où ils l'ont atteinte, elle s'était effondrée d'épuisement. Pendant ce temps, Ash se reposait au lit. Mordred avait réussi à s'échapper. Après le départ de Sylvia et des autres, le Parlement continental avait été détruit. Tout le monde s'est enfui dans le chaos, y compris Klaus Weidershausen. Julius considérait cela comme un nouveau départ prometteur et pensait que le reste devait être géré par la politique. Tout le monde a dit au revoir à Ash et a promis de le revoir à l'école. Maintenant, seuls Ash et Echo restaient dans la pièce. Echo s'assit timidement à côté de lui. Ash commença à dire qu'il voulait devenir son chevalier, mais Echo l'arrêta. Elle ne voulait pas cela. Elle voulait quelque chose de plus, un type de relation différent avec Ash. Ash la regarda avec surprise, puis se pencha et l'embrassa en signe d'accord.